Hello du jeudi 5 mai, j'espère que vous allez bien. J'ouvre aujourd'hui un nouveau carnet de lecture qui sera assez court puisque je compte le faire d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, car la semaine prochaine c'est une semaine à 1000 dans le cadre du challenge organisé par le petit pingouin vert, et comme chaque mois j'aime bien y participer et faire une petite vidéo à part. Donc là je vous accueille pour un mini vlog, mais vous savez que comme je parle beaucoup de toute façon ce sera quand même long. Alors je vais juste faire une petite intro rapide pour vous dire ce que j'ai prévu de lire, ce que je suis en train de lire. Donc ce week-end avec Marlène Minimalou, on va lire La Petite Fadette de George Sand. Et donc j'ai commencé hier à la suite de La Sirène, Une sirène à Paris, que j'ai fini dans le cadre du challenge 7 jours 7 livres. Je vous mets le petit i ici si vous n'avez pas vu, c'était très chouette. Et donc après je me suis dit bon, qu'est-ce que je lis puisque j'ai 2 jours et demi pour le lire avant de lire La Petite Fadette. Et donc je suis allée chercher mon poche que j'ai mis dans le cadre léger comme l'air du challenge Mois de la fantaisie de Steph, de Piketty Bookin. Alors bon, on est sur de la science-fiction, mais bon, moi j'avais envie de le mettre dedans. Voilà, donc je l'ai mis dedans. Voilà, après, ces challenges finalement, c'est vrai que bon, c'est pas de la fantaisie, la science-fiction, c'est quand même, il y a côté fantastique, hein, forcément. Donc pour moi, je le prends vraiment au sens large, et donc du coup je le mets dedans. Donc là c'est mon poche. C'est un livre qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en je dirais 1898, quelque chose comme ça. Donc c'est un livre super ancien, et j'avoue j'avais peur en y allant, et donc j'ai lu quelques pages. J'ai pas lu l'introduction parce que j'avais peur de me faire spoiler un petit peu. L'histoire je la connais, mais comme c'est pas frais dans ma tête, j'avais pas envie d'en lire plus que ça, donc j'y suis allée. Donc j'ai lu 2 chapitres, hein. Hier soir je me suis endormie sur le premier chapitre. C'est pas que c'était pas intéressant, c'est que j'étais crevée. Et c'est vrai que le style est du coup très différent de ce que j'ai pu lire hier, puisque c'est un classique, donc c'est un petit peu plus alors je vais pas dire que c'est pas soutenu, mais la façon de parler et la façon d'écrire et de parler était différente, donc du coup c'est une autre approche. Mais ce matin j'ai lu à nouveau un chapitre, et voilà, donc c'est reparti. Donc ça, je vais le lire. En fait, j'ai mis, vous voyez, j'ai mis un petit post-it parce que je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais essayer de le lire dans ma journée pour faire des petites pauses. Les chapitres sont hyper courts, donc parfois ils font 2-3 pages, parfois ils font maximum 10 pages, je dirais. Et donc je me suis dit que genre toutes les heures, j'allais me lire quelques pages. Et je trouve ça trop cool. Toutes les heures ou toutes les 2 heures, hein, il n'y a pas non plus d'impératif. Mais l'idée étant d'avoir lu la moitié aujourd'hui et l'autre moitié demain. Donc ça c'est... j'ai pas calculé la moitié du bouquin. En fait, il fait 310 pages. Donc globalement, il faudrait que je lise 150 pages, 160 pages aujourd'hui, ce qui est faisable, je pense, vu que j'en suis à la page 40. Voilà, donc c'est ce qui va m'accompagner aujourd'hui, l'arrivée de cette météorite. Donc on est près de Winchester, quand on voit passer le premier météore. Et on est effectivement, je pense, en 1898, parce que c'est en 1898... Ouais, on est à l'époque, quand il l'a écrit, c'était légèrement futuriste, on va dire. Donc c'est de la science-fiction, mais bon, nous du coup c'est ancien, donc c'est rigolo. Voilà, donc je pars là-dessus, et je vous retrouve si j'ai des choses à vous dire au long de la journée, et puis voilà. Après j'ai une BD qui est en cours, que je vous montrerai quand je me remettrai dessus. Hier soir, en fait elle est énorme, donc j'en ai lu 100 pages, et j'aimerais bien la finir aujourd'hui. C'est L'étreinte, et je vous la montre tout à l'heure pour vous dire qui sont les auteurs, je me souviens plus. Je crois que c'est Léo, l'auteur, l'écrivain, puis après l'illustratrice, c'est une femme. C'est très particulier. Ça a été un coup de cœur de plusieurs d'entre vous, et dans ma bibliothèque, ils me l'ont largement conseillé.
pour le moment, je suis un petit peu mitigée parce que ça parle d'un sujet qui me pose problème. Je vous en ai déjà parlé. Ça parle de maladie et d'un... Là, c'est pas une maladie. Enfin, si, de maladie et d'un accident de voiture. Donc, personnellement, c'est quelque chose qui est difficile à lire pour moi. Donc, c'est pas évident. Donc, j'y vais doucement. Voilà. Allez, on se retrouve plus tard. Je reprends la BD Étreinte. Il reste la moitié à lire. Je vous en parle après. J'ai pas encore terminé, mais je suis super émue en fait. C'est très émouvant. Mais je peux pas vous montrer parce que ouais, je reviens vous en parler après, mais c'est possible que je verse quelques larmes. C'est déjà un petit peu le cas. Ok, donc j'ai pleuré. Alors ça va être compliqué de parler de cette bande dessinée parce que là, au premier abord, on pourrait penser que c'est un coup de cœur. En fait, ça n'en est pas. Je vous la montre. L'étreinte, la couverture, c'est marrant parce que je viens de fermer et du coup, la couverture est extrêmement intéressante puisque elle veut dire plein de choses. Mais bon, bref. De Laurent Bonneau au dessin et Jim tout simplement, à l'écriture, et c'est aux éditions Grand Angle. Alors c'est une BD qui fait à peu près, je dirais, 300 pages, hein, à peu près. Ça m'a fait penser, au niveau graphique, dans ce que j'ai peut-être pu vous montrer, à une sorte de roman photo. Donc très inspiré, comment dire, oui, ça fait très le traité graphique et genre du crayonné sur de la photo, avec beaucoup de lieux. Alors on est à Cadaqués, donc c'est assez beau. Beaucoup de lieux en bord de mer. Franchement, le dessin est extrêmement intéressant. Je trouve extrêmement intéressant. Donc l'histoire, on a l'histoire de ce jeune homme Benjamin qui est sculpteur. Qui vit avec Romy. Donc ils vivent ensemble. Ils sont au début, ils sont amoureux, c'est un couple, hein, tout simplement. Ils sont sur la plage de Cadaqués, et il photographie, il fait une photo. Il est toujours en recherche d'inspiration, et il fait une photo et il zoome dans sa photo et il voit pour lui une attitude parfaite de femme sur la plage, une belle jeune femme brune avec un maillot de bain et une pièce qui est censée être elle. Pas dans cette position-là, elle est allongée sur le dos, elle est en train de lire. Et en fait, il est très intrigué parce que pour lui, c'est une position parfaite, une image de femme parfaite. Très intrigué. Il est dans la voiture, ils sont sur la route du retour et ils n'arrivent pas à lâcher cette image-là. Et quand ils relèvent la tête, une voiture arrive vers eux, en fait, et les percute complètement. Et on se retrouve juste après, il est tout contusionné, il est pas mort, mais Romy, elle est dans un état critique, en fait. Donc elle est en coma. Elle est dans le coma et ils savent pas si elle va s'en sortir. Ça, c'est l'histoire initiale. Et donc Romy est dans le coma. En même temps qu'il va faire des allers-retours à l'hôpital pour voir comment ça avance, il est également aussi à la recherche de cette femme qu'il a photographiée. Donc c'est assez troublant d'un point de vue histoire d'amour. Mais en même temps, il y a
on comprend, quand on continue, on comprend qu'il est toujours en recherche de comment dire, pas de mannequin, de modèle pour sculpter. Et donc, il va faire des recherches, il va retourner sur la même plage, il va rencontrer des femmes qui, pour lui, peuvent ressembler à cette femme-là, tout en faisant des allers-retours pour aller voir Romy à l'hôpital. Bon, ça devient critique pour Romy. Et bon, il y a vraiment cette histoire extrêmement sombre de l'acceptation du deuil, en fait. Hein. Il y a vraiment cette histoire-là qui met beaucoup de temps à arriver. Et ce parallèle est hyper troublant de la recherche du corps féminin parfait. Peut-être la recherche... alors, on ne sait pas trop ce qu'il recherche parce que concrètement, il va avoir beaucoup de difficultés à la retrouver s'il la retrouve, je ne vous dis pas. Mais c'est très troublant. Est-ce que c'est une recherche, une quête de vie ? Moi, j'ai pas tout compris. Alors, je comprends que ça puisse plaire, mais pour moi, c'était un peu trop obscur. Je savais pas où on m'emmenait, puis c'était long. Je trouvais que c'était long. Et que, alors, je vais être critique, hein, qu'on appuyait là où ça faisait mal. Vous voyez, j'ai pleuré à la fin parce que bah, c'était presque facile, en fait, de faire pleurer. Alors après, personnellement, ça me rappelle des choses... voilà. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est dur. C'est pour ça que j'ai pleuré aussi, donc ça m'a parlé. La fin, il y a un moment où vraiment, enfin, il y a un moment critique où je vois pas comment on peut pas pleurer. Si vous l'avez lu et que vous n'avez pas pleuré, dites-moi, voilà. Mais j'ai pleuré, mais en fait, j'ai trouvé que, concrètement, j'ai trouvé que c'était un peu facile. Vous voyez ? Et après, c'est intéressant... c'est intéressant. En fait, je pense que ça aurait été intéressant de faire une histoire de recherche. Je trouvais qu'il y avait deux histoires qui n'avaient pas vraiment de lien, en fait. J'ai pas réussi à comprendre le lien. Si, peut-être vraiment juste à la fin, mais pendant tout le récit, je trouvais que c'était pas si clair. Et j'ai l'impression qu'ils ont fait beaucoup d'allers-retours, parce que c'est expliqué à la fin, il y a une petite interview des deux auteurs. Et ils expliquaient qu'ils avaient fait vraiment du rebond, c'est-à-dire que on avait un qui écrivait quelque chose, l'autre qui envoyait les planches, et que c'était vraiment du rebond, et qu'ils savaient pas trop où ils allaient. Et moi, je trouve que ça se sent. Je trouve que ça se sent un peu. Et c'est ça que j'ai reproché. Je pense qu'une BD plus courte aurait été mieux, et plus percutante peut-être. Après... Après, c'était quand même très intéressant et j'irai découvrir d'autres choses de ces deux auteurs de bande dessinée. Mais pour moi, c'est pas à la hauteur. Par exemple, j'avais eu un coup de cœur pour la BD In Waves qui parle aussi de maladie et mais pas de maladie, mais d'acceptation justement du deuil, quoi. Et en fait, j'ai trouvé que c'était hyper nuancé, tout ça. Là, j'ai trouvé que c'était extrêmement froid. Oui, qu'il n'y avait pas vraiment de rythme, en fait. C'était un peu un non-rythme, et du coup, qui m'a perdue. Mais à la fin, bien sûr, à la fin, il y a toute une logique et tout. Donc, je trouvais que la fin était intéressante. Mais je trouvais qu'il y avait des longueurs au milieu, et voilà. Mais ça m'a touchée. Et vous voyez, quand je vous disais que j'avais du mal à lire des choses sur le deuil et la maladie, ça se confirme. Mais ça ne veut pas dire que j'en lis pas, hein. Je me force parce que comme il est dit dans le livre, il faut accepter. Il faut accepter et continuer à vivre avec, même si c'est parfois très difficile. Voilà, donc je parlerai pas plus de l'étreinte pour le moment. C'est pas un coup de cœur, mais je mettrai une bonne note, je pense. Je mettrai 3,5 sur 5 ou 4 sur 5 à cette bande dessinée. Voilà, tout ce que je voulais vous dire. Bon, je vais aller préparer à manger. Je ne sais pas si mon homme va manger avec moi ce soir. Et ensuite, je reprendrai La Guerre des Mondes, parce que j'ai un peu avancé, mais j'aimerais bien arriver à la moitié. Je suis pas sûre d'y arriver aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Voilà, je vous dis à plus tard.
Alors, on est vendredi, fin de matinée. Hier, je me suis endormie sur La guerre des mondes. Alors, faut dire que c'est un livre avec un rythme un peu spécial. Déjà, je dirais pendant 50 pages, on comprend qu'il va se passer quelque chose, mais ça met beaucoup de temps à arriver. Donc, les Martiens, enfin, une météorite arrive de Mars, et en fait, on se rend compte que à l'intérieur, c'est une capsule et qu'il y a des Martiens à l'intérieur qui sortent. Ensuite, il y a des choses qui arrivent sous terre et ensuite qui vont ressortir sous forme de tripode, je sais pas comment on appelle ça, et qui vont avec une sorte de laser qui est bleu dans l'histoire, je crois, tout défoncer. Voilà. Mais ça arrive vraiment, mais tout doucement. Il y a un personnage principal qui est un homme qui a un comportement un peu étrange, qui va protéger sa femme et qui va s'en aller pour essayer de voir ce qui se passe, qui est très curieux et qui frôle la mort à tout instant. L'atmosphère est particulière. On est dans un livre, ce que je vous disais, du 19e, quoi. Fin 19e, presque début 20e, enfin non, il est sorti en fin 19e. Donc on est avec, par exemple, il est dans un dog cart, vous voyez, il est dans une sorte de carriole tirée par un chien. Il va rencontrer des personnages, alors ça va vraiment être des agriculteurs. Là, il rencontre un vicaire qui est complètement à l'ouest. Là, j'en suis à la page 130 et il vient de rencontrer un vicaire qui est complètement à l'ouest, qui a perdu tout espoir. Et lui, il lui dit, mais si un homme de Dieu perd tout espoir, qu'est-ce qui nous reste? Il faut absolument, parce qu'ils sont en train de tous se faire défoncer. Et tout le monde devient fou, a des comportements de dingue. Et lui, il reste axé sur sa logique. D'ailleurs, bon, il s'inquiète pas plus que ça pour sa femme. C'est très très bizarre. Voilà. Et alors, on est dans un récit très étrange où je sais pas comment dire. Donc, alors, je vous ai dit qu'on était, je crois, aux États-Unis, mais alors n'importe quoi, hein. On est en Angleterre et on est près de Londres, dans un petit village près de Londres. Et voilà, donc on est effectivement dans un livre d'aventure du 19e où il y a une attaque de Martiens. Et c'est très étonnant, il y a un décalage en fait entre une littérature très classique et un élément de science-fiction qui pourrait être amené aujourd'hui dans des livres actuels. Donc c'est très étonnant, il y a un écart en fait qui est étonnant et qui me tient. En revanche, j'ai du mal à le lire vite, et j'ai pas envie de le lire vite. Donc ce que je vous disais, c'est que je m'étais donné un rythme pour le finir aujourd'hui, mais ça va pas être le cas. J'ai envie de le laisser courir sur le week-end, là, vendredi, samedi, dimanche. Donc j'ai allégé mon rythme et je vais lire La petite fadette avec Marlène en parallèle, je pense. J'ai envie d'essayer ça. Ça va me faire 3 livres en parallèle, chose que j'ai jamais faite, mais qui finalement c'est possible, quoi. Ce matin, j'ai lu mon chapitre de 1Q84 et ça va, les personnages sont bien dans ma tête. J'expérimente une nouvelle façon de lire des livres, de lire plusieurs livres à la fois. Pourquoi pas? Pour le moment, ça se passe bien. Si je sens que je décroche, je me focaliserai sur un livre. En fait, j'annonce des choses et puis finalement, je change, hein. C'est pas grave, c'est comme ça. En fait, faut pas se coincer dans quelque chose. Et ce matin, je regardais, je me suis fait sur Livre Addict une liste. Alors, je suis en train de faire des listes en fait sur Livre Addict parce que je trouve que c'est intéressant la façon dont on peut faire ces listes. Et donc déjà, je me suis fait une wish list qui est, je pense, publique. Je vous la mettrai en lien peut-être en dessous si ça vous intéresse parce que c'est toujours chouette de voir ce que les gens ont envie de potentiellement acheter. Alors, elle est très courte, volontairement. C'est vraiment ma wish list. Genre, il doit y avoir 30 titres dedans, pas plus. C'est vraiment ma wishlist où j'irai piocher une fois par mois, où je demanderai à ma famille, mes amis d'aller piocher dedans si ça les intéresse, parce que c'est vraiment les livres qui me tentent énormément de lire. Et je fais aussi je vais la faire petit à petit,
une liste des sorties de 2021 et 2022 qui me tentent parce que j'aimerais bien en fait aller piocher dedans. Je suis pas une lectrice qui a vraiment envie de lire que ce qui sort là tout de suite. J'aime bien, ça m'intéresse de voir les différentes sorties, de me tenir au courant et en fait j'aimerais bien me dire que j'en lis une par mois pour pouvoir voilà, me tenir informée de ce qui sort et des nouveautés des auteurs. Voilà, ça permet aussi de découvrir des auteurs dans les nouvelles sorties et de rester ancré aussi dans l'actualité, je trouve, donc c'est pas mal. Vous me direz si ça vous intéresse que je la mette en public, cette liste-là, sur Livre Addict. Voilà. C'est tout. Sinon, il faudrait qu'on parle, effectivement, je trouve ça intéressant, le sujet des applications dont on se sert. Moi, j'ai Babelio et Livre Addict. Avant, au tout départ, j'avais Goodreads, qui est une application, qui est un programme en anglais. Et je l'ai abandonné parce que je me sentais pas forcément à l'aise. Mais si vous avez envie qu'on fasse une vidéo sur les différentes plateformes, ça m'intéresse. Et aussi d'en parler, de voir avec vous, de faire peut-être un comparatif. Je trouve ça chouette. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Donc je vous laisse là pour tout de suite. Et peut-être, je vais voir avec Marlène quand est-ce qu'elle veut qu'on commence la lecture, si on la commence aujourd'hui ou non, la lecture de La Petite Fadette de George Sand. J'avoue que j'ai très envie d'y aller. Et voilà, donc je vous retrouve un peu plus tard. Je voulais juste vous parler un tout petit peu de la façon dont est écrit La Guerre des Mondes. Parce que c'est très particulier. Là, je suis en train d'aborder le chapitre 17 et je me suis dit que c'était le moment peut-être de vous en parler. Donc, il faut savoir que c'est un homme qui raconte, donc il parle à la première personne et il nous parle à nous, lecteurs. Donc, ça donne un peu ça. Voilà, je me suis étendue longuement dans le chapitre précédent sur la description que me fit mon frère de la route qui traverse Shipping Barnet, afin que les lecteurs puissent se rendre compte de l'effet que produisait sur ceux qui en faisaient partie ce fourmillement de taches noires. Donc en fait, il va retranscrire la vie de son frère, mais c'est vraiment le narrateur et l'auteur. Enfin, bien entendu, c'est une fiction, mais c'est vraiment comme une retranscription d'un fait réel. Donc c'est vraiment particulier. J'accroche pas toujours, mais j'aime bien. Alors, il faut savoir que mon cœur va plus vers le frère qui vient de Londres et qui s'enfuit de Londres parce que les Martiens envahissent Londres et sont en train de tout recouvrir d'une fumée noire. Tous les Londoniens sont en train de partir, c'est la cohue. Et ce passage-là est vraiment, vraiment intéressant. Il va d'ailleurs le mettre en parallèle avec certaines grandes batailles historiques. Donc c'est très ancré dans la réalité, quoi. C'est plutôt chouette. Voilà, donc c'était le petit truc dont je voulais parler parce que alors je tiens à dire que c'est pas une lecture évidente. Je trouve que des fois je décroche, pour être honnête. Mais c'est très narratif, il y a peu de dialogue, mais je raccroche. C'est marrant parce que je décroche parfois, puis je raccroche, et donc du coup je suis à nouveau happée. Donc ça me fait faire vraiment des allers-retours, et c'est pour ça que j'ai pas forcément envie de me précipiter, parce que c'est pas une lecture forcément toujours agréable, mais il y a des moments où ça me plaît beaucoup. Par exemple, ce chapitre-là, le chapitre précédent, là, la fuite, comment il s'appelait? Le chapitre L'arrivée des Martiens et la panique. J'ai adoré parce que c'était le point de vue du frère. Et en fait, c'est l'histoire, tout le monde s'enfuit, et il y en a qui se font écrabouiller. Voilà, lui, il est accompagné d'une jeune femme et de sa sœur, et la jeune femme... et lui, peut-être, qui potentiellement... En plus, il l'admire, il la trouve très courageuse. Enfin, il y a des sentiments qui sont écrits... Enfin, pas des sentiments, des ressentis qui sont écrits que je trouve chouette, tout en ayant un recul sur la scène qui est terrible. Donc, c'est ça que j'aime bien. C'est très cinématographique. Donc, effectivement, ça donne envie de l'adapter en film. Alors, on est vendredi soir, il est 19h, bientôt je vais aller chercher mes garçons à la gare. Je me suis fait un petit jus de tomate, vous savez que c'est un peu ma boisson lecture, et je vais juste commencer
La petite fadette de George Sand et peut-être vous donner mes premières impressions tout à l'heure. Oh, le nombre de notes de bas de page. Ouh, ça va être bien. Après tout ça de préface que j'ai pas lu, je lirai après, je commence enfin l'histoire. Ok, alors première impression sur le premier chapitre. On est dans une campagne avec du langage campagnard. Beaucoup d'expressions, je vous disais que j'avais peur des notes de bas de page, mais finalement, c'est juste pour aider à la compréhension. Donc on est dans un univers vraiment campagnard, 19e, une famille, la famille Barbeau, qui a déjà plusieurs enfants, je pense. Met au monde, enfin, la femme met au monde 2 jumeaux, chose qui est assez étonnant à cette époque et dans cette campagne, et donc une femme du village qui est quelqu'un qui connaît beaucoup de choses apparemment, vient leur dire qu'il faut les élever de façon très indépendante, mais qu'ils sont en pleine forme, qu'ils devraient s'en sortir, ils ne vont pas mourir. Et voilà, donc la femme... voilà, elle décide... En fait, on lui explique que les jumeaux, alors ils appellent pas ça, ils appellent ça des... Je sais plus, des bardeaux, je sais plus comment ça s'appelle. Des baissons, je sais plus. Qu'il faut vraiment les élever de façon très indépendante parce que sinon ça peut être dangereux pour eux. Surtout ne pas les nourrir au même sein, ne pas leur faire les mêmes activités, ne pas leur donner à manger la même chose, tout ça. Et la femme commence à allaiter ses enfants et normalement elle devrait en choisir un à allaiter et donner l'autre à une nourrice. Mais finalement, elle se sent la force de nourrir les deux. Donc déjà, elle écoute pas les conseils et elle va commencer à nourrir les deux. Voilà, ouais, je pensais pas arriver dans un univers comme ça, donc on va voir. Pour le moment, c'est juste une famille, donc je vais avancer. Ouais, les baissons, ils appellent ça des baissons. Les 2 jumeaux. Donc voilà, mais bon, c'est une famille heureuse. Voilà. Je ne sais pas quoi dire de plus. En même temps, c'est le premier chapitre. Donc je vais avancer un petit peu. Hello, on est samedi 7 et ce matin il y avait une braderie, la bibliothèque en fait bradait une grosse partie de ses livres, alors surtout apparemment la partie artistique, donc on a regardé un petit peu, c'était pas super mais la partie BD était chouette, donc j'y suis allée avec Joseph, mon fils de 11 ans, et donc on a pris, j'ai trouvé, en fait tous les livres étaient à 1 €, donc j'ai pris le voleur, je ne sais pas du tout, il n'y avait pas beaucoup de mangas. Donc ça c'est le voleur d'estampes de Camille Monin-Dupré chez Glénat. J'enlève toutes les couvertures. J'ai pris, ah ça j'étais contente, Autant du Botchan, le premier volume. Et c'est de Natsuo Sekikawa et Jiro Taniguchi. Et donc ça c'est quand même chouette parce que Jiro Taniguchi, j'aime beaucoup son dessin. Voilà, je sais pas s'il a fait le dessin, faut regarder. Voilà, le romancier c'est Natsuo Sekikawa. Et Autant de Botchan est dessiné par Jiro Taniguchi. Et donc c'est le premier tome. C'est ça, il n'y avait pas les deux, c'est dommage. Alors mon fils a pris Nimona de Noël Stevenson chez Dargo. Rayon jeunesse, BD jeunesse. C'est une belle BD. Pas trop abîmée.
Alors il l'a pris, on était trop contents parce qu'on avait pris à la bibliothèque, elle avait emprunté et il l'a trouvé. Et je vous en avais parlé d'ailleurs dans un de mes carnets de lecture. Tempête O'Hara de Chris Donner et Jérémy Moreau chez Rue de Sèvres. Et franchement, c'est une super BD que je vous conseille, vraiment, parce que c'était vraiment très très chouette. C'était un one shot. Alors ensuite j'ai trouvé au rayon jeunesse. Alors d'abord je vais vous montrer les BD au rayon adulte. Ça je sais pas du tout, mais en fait j'ai vu que c'était Servet, et Servet c'est un bon dessinateur. J'ai pris le dernier Bram de Servet chez Air Libre. Je sais pas du tout ce qu'il en est. Et les dessins sont assez beaux. À voir. Et pour mon homme, parce que je sais qu'il l'a chez son père, et du coup j'étais contente. Ça c'est trop fort. L'histoire du corbac au basket. Et c'est donc de... Comment il s'appelle? J'arrive jamais à savoir comment ça s'écrit. C'est de... Comment il s'appelle? Fred? Ouais, c'est ça. C'est Fred. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une super BD. C'est très rigolo. Très caustique. J'aime beaucoup. Et alors, au rayon jeunesse, j'ai pris La Petite Sirène de Hans Christian Andersen et Boris Diodorov chez Hippomée Albin Michel. J'ai trouvé que les dessins étaient assez beaux. Je vais retourner. Je vous montre. Donc, c'est vraiment l'histoire illustrée. C'est des albums graphiques, des romans graphiques. Les dessins, j'ai trouvé assez beaux. Donc voilà. Et puis, je ne l'ai jamais lu, donc je le relirai. Elle est plutôt sympa. Bon, elle est un petit peu abîmée, mais franchement pas mal. On a pris ça. Je trouvais que ça avait l'air trop bien. ABC de la trouille de Albert Lemans. Et c'est l'atelier du poisson soluble. Je connais pas cette maison d'édition. Mais regardez un peu ces dessins, ils sont chouettes. J'ai trouvé que ça avait l'air vraiment chouette. Ça va plaire à Lucien, je pense. Très très beau. Franchement, une belle édition, quoi. Et puis j'ai trouvé Gargantua. Rabelais et illustré par Ludovic de Burme chez Milan Jeunesse. Et c'est pareil, c'est une histoire illustrée. Les dessins sont top, quoi. Les dessins sont très beaux, j'ai trouvé. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa de le relire et puis de la relire, quoi, tout simplement. Voilà, donc 9 livres. Voilà. Hello du dimanche. Voilà. C'est la catastrophe. Alors, après avoir fait mon running, lavage, devoir des enfants, préparation des cartables, je viens vous parler des deux graphiques que j'ai lus hier et aujourd'hui. Il y a beaucoup de lumière comme d'habitude et moi j'ai les yeux qui ont du mal. Voilà. Donc, j'ai tenté ce manga qui me foutait la trouille. Je me disais, mais ça va jamais me plaire, quoi. Une couverture comme ça, je trouvais que ça faisait vraiment genre les armes et tout. Il va y avoir que des combats. Voilà, bref, je partais vraiment pas gagnante. Hein. D'ailleurs, je l'ai mis dans la catégorie sortir de sa zone de confort sur... C'est quoi déjà? Je me souviens plus de la catégorie sur le mois de la fantaisie. Alors... c'est le premier tome de Solo Leveling édité chez K-Books et c'est de Dubu Ready Studio. Je sais pas si... Voilà, et de Shugong. Alors je crois qu'il y a 7 ou 8 volumes, je suis même pas sûre que ce soit... Si, c'est terminé. Si, c'est terminé. Il y a 7 ou 8 volumes, c'est un manga qui se lit dans le sens européen et qui est tout en... donc dans ce sens-là, normal de lecture pour nous, qui est en couleur. Avec des dessins, donc ça marche par chapitre. Donc on est dans un univers, alors c'est expliqué à un moment, je vais essayer de retrouver
le truc. Voilà. Les portails, des tunnels qui connectent notre monde aux autres dimensions. 10 ans plus tôt, à l'apparition du premier portail, des événements paranormaux commencèrent à se produire, notamment l'éveil des chasseurs. On va suivre ce personnage qui est un chasseur. La puissance d'un chasseur n'évolue pas, elle reste la même qu'au moment de son éveil. Et lui, il s'est réveillé en tant que chasseur de catégorie E, tout en sachant que c'est bas et que le meilleur c'est A, je crois même S au-dessus, donc pour spécial j'imagine. Et donc lui, celui qu'on va suivre, c'est un personnage qui s'appelle... Comment t'appelles-tu? Jinwoo. Qui est un chasseur de catégorie E, donc il est pas très bon, et à chaque fois qu'il revient de ses combats, il est tout, tout abîmé, tout plein de sparadrap, et puis il est souvent sauvé et rafistolé par des... Comment s'appelle ça? Elle en est d'ailleurs, il y a une jeune fille qui est soigneuse, quoi. C'est ce personnage-là. Voilà. Et donc là, ils vont aller, donc ils se déplacent souvent en groupe. Et donc là, ils sont conviés à aller dans un donjon pour une nouvelle mission. Et voilà, il y a un personnage central qui est donc assez plus âgé que les autres, qui a beaucoup d'expérience et qui emmène toute l'équipe avec lui et qui dit qu'il sera le chef du convoi. Et donc ils vont dans ce donjon et que apparemment le donjon est un niveau D, donc pour Jinwoo ça va être compliqué quoi. Mais bon, il part quand même parce que il est courageux et surtout il a besoin de se faire de l'argent et allant comme ça dans les portails se battre, en fait il gagne de l'argent. Donc lui, il est un peu en galère dans sa famille, donc il n'a pas trop le choix. Et donc même s'il n'est pas dans une bonne catégorie de chasseur, bah, il est quand même courageux et il y va et il s'en fiche, il revient, il est tout bousillé et il y va quand même. Donc on a ce personnage-là qui est quand même assez téméraire, qui n'a peur de pas grand-chose et qui va se retrouver dans un donjon de catégorie D, qui va même... Il va se passer, en fait, ils vont réussir à s'en sortir, il va être un peu abîmé, tout ça. Et puis finalement, le chef de la troupe dit, bah, plus loin, là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu particulier. Et j'irai bien voir, on va faire un vote, qui veut y aller, qui veut pas y aller. Ils sont 6 à dire non je veux pas, 6 à dire oui je veux, parce que je crois qu'ils sont 13. Et puis finalement c'est Jinwoo qui tranche et qui dit bah on y va. Donc ils y vont. Certains sont vraiment réticents, donc ils vont aller dans une grande salle où il va y avoir des grandes statues, et ils vont rentrer là-dedans sans vraiment trop savoir ce qui se passe, et quand ils seront tous rentrés, les portes vont se fermer. Et là, il va se passer des choses atroces. Donc c'est pas à faire lire à tous les enfants. Je le ferai pas lire à mon petit Lucien. Joseph a 11 ans et Simon 13 l'ont lu. Bon, ils sont habitués au manga et aux images... un petit peu violente parfois des mangas, donc ça les a pas gênés plus que ça, on va dire. Bon, je le conseille pas forcément, je trouve ça un peu... Il y en a qui se font trancher en deux, quoi, vous voyez, puis il y a quand même il y a quand même de l'horreur aussi, hein, un petit peu, dans on frôle l'horreur, la terreur, ce qui est pas mal d'ailleurs, c'est ce que j'ai bien aimé, je crois. Et puis, j'ai trouvé que finalement, c'était bien mené, que je trouvais que le parcours et l'évolution du personnage de Jinwoo, dont je ne vous raconterai pas la suite, parce que la fin est très très intéressante, ça donne vraiment envie de savoir ce qui va se passer après. J'ai trouvé que c'était fait de façon intelligente et que finalement, ce renversement de situation qu'il va y avoir autour de ce personnage est intelligent. Ça va un peu plus loin que juste ça. C'est pas que des combats pour se combattre, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois faire? Je réfléchis à la situation et est-ce que ça vaut le coup que j'aille combattre? Ou alors simplement il faut que je comprenne quelle a été la directive qu'on m'a donnée. Et voilà, c'est tout ça qui était intéressant. Assez chouette. Donc je pense que je vais continuer. Voilà, je le trouve finalement assez beau après l'avoir lu. C'est marrant comme on peut avoir des a priori sur des couvertures. Et finalement c'est assez intéressant. Je tiens à dire que ça ne représente rien vraiment de ce qui se passe pour le moment à l'intérieur. Peut-être le second, que je vais lire après. J'ai pris d'ailleurs, je l'ai mis dans ma pile à lire des sagas à continuer. Ça, c'est le second tome.
que je vais lire. On a les 3 premiers parce que c'est un coffret qu'on avait offert à mon fils Joseph pour ses 11 ans. Et puis, apparemment, ça s'essouffle un peu à la fin. Donc, bon, je vais lire la suite. Et puis, voilà. Je pense que c'est une série qu'on continuera quand même parce que je la trouve plutôt chouette. Voilà. Et ce matin, je me suis fait un petit plaisir du dimanche matin en lisant La maison de poupées de Junji Ito aux éditions Tonkam. Donc c'est une série, un recueil de nouvelles d'horreur de Junji Ito qui a été écrit quand, j'ai même pas regardé. Je vais vous dire si je trouve l'information. Ça doit être à la fin. 1998 et réédité en France en 2010. Il y a... Combien il y a de nouvelles? Il y en a 7. Et c'était... Je ne vais pas vous raconter plus que ça. Alors, je peux vous dire, il y est question de maison hantée, il y est question de cigarettes faites à base de cendres récoltées sur les... Comment ça s'appelle? À côté des crématoriums. Il y est question d'au-delà et de voix revenues de l'au-delà. Il y est question, oui, de cauchemars qui viendraient prendre possession de vos rêves et inverser vos vies, du rêve au réveil. Ah ouais, il y est question aussi de... Comment on dit? Le chamanisme ou des choses comme ça, parce qu'il y en a un qui s'appelle L'homme au cadeau, mensuel Halloween. Ça a été édité dans les mensuels Halloween. Bref, c'est trop fort. Le premier, le Ice Cream Bus, trop bien. Non, franchement, je ne peux pas vous en parler parce que c'est vraiment des petites scénettes. Donc moi, j'avais lu Tomie, je sais pas comment ça se prononce, je crois que c'est Tomie, de Junji Ito dans une très belle édition. Et alors dernièrement, quand je suis allée chez Soramps, j'ai failli craquer en fait. J'avais envie de me racheter un autre tome dans le même genre, mais alors c'est que c'est quand même des jolis tomes. Et j'ai vu à la bibliothèque qu'ils avaient celui-ci qui a été édité donc il y a longtemps. Et je me suis dit que j'allais y aller, mais c'est clair que ce que je vais faire, je pense que c'est juste avant le Pumpkin Autumn Challenge, je vais aller me racheter une belle édition de Junji Ito parce que j'ai trop envie. Celle qui me tente, c'est Spirale. Qui a été réédité dernièrement là, donc j'ai très envie de me l'offrir et franchement j'adore. Pour moi c'est comme, ouais, c'est un petit bonbon d'horreur. J'adore. Je suis une grande fan de Junji Ito, je sens que ça se confirme. Voilà, et sinon, alors comment ça se passe mes petites lectures? On en est là et on en est là. Alors, j'ai lu la moitié de La Petite Fadette. Oh, j'ai un petit peu mal à la tête, pardon. Je l'ai mis un petit peu en pause parce que j'attends Marlène en fait, on devait le lire ensemble. Je pense qu'elle l'a commencé hier soir si elle a eu le temps, mais elle a eu un changement de programme au boulot, donc ce qui fait qu'elle n'a pas pu, on peut pas le lire ensemble, j'ai envie qu'on le lise ensemble. Donc je l'attends un petit peu, je l'ai mis en pause. Et La Guerre des Mondes, j'avance, j'aimerais bien le terminer aujourd'hui. Il me reste une 50aine de pages, donc je vais me poser là. Avant d'aller manger, je vais aller me poser pour lire... La Guerre des Mondes et retrouver cet univers hors du commun. Et finalement, j'ai envie de savoir. Ce matin, en fait, je le lisais, puis j'avais Lucien qui parlait à côté de moi. Je me suis dit, non, arrête de le lire, pose-toi. Quand tu as du temps, que tout est fait, que tu as du temps pour toi seulement, tu te poses et tu le lis. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai préféré faire autre chose et aller courir. Voilà, donc je vous retrouve pour vous parler, je pense, de la fin de La Guerre des Mondes, là... en fin de journée ou demain, je ne sais pas. Et puis peut-être je reprendrai ce soir La Petite Fadette. Pour pas le terminer, je pense, mais c'est pas très grave. Je le finirai dans le cadre de la semaine prochaine, puisque la semaine prochaine, je vais vous faire une vidéo semaine à 1000, ce que je vous ai dit déjà en début de vlog. Donc je vous retrouve pour La Guerre des Mondes un peu plus tard.
Ok, en direct de la forêt, juste pour vous dire que je viens de terminer en marchant parce que mes garçons... Ah ben, je vais devoir couper, il y a du monde. Donc, je viens de terminer la lecture pendant que mes enfants se racontent, se font une quête où chacun fait... C'est un peu comme un jeu de rôle en fait. Moi je bouquine, ça m'arrive. Donc là, La Guerre des Mondes, j'ai lu les 30 dernières pages. Et du coup, c'était vachement bien la fin. Ça m'a beaucoup plu, surtout qu'il y a tout un côté, on va dire, philosophique et moral sur ce que représente l'invasion des Martiens sur Terre. Notamment le sentiment qu'il a en voyant Londres à la fin complètement calme, avec potentiellement toute une vie à reconstruire et le temps qu'il faudra pour que ça se passe. C'est un peu une sorte de réflexion sur justement le trop de technologie. Alors, qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui, hein? Là c'était en 1898, là plus de 130 ans après, qu'est-ce qu'il dirait de notre planète aujourd'hui? C'est une réflexion qu'on peut se faire en lisant le livre. Et effectivement, bon, bien sûr, on sait aujourd'hui qu'une invasion de Mars n'est pas possible, mais à l'époque où il l'a écrit, c'était une réflexion qui était tout à fait plausible. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. Voilà, donc j'ai eu des moments où j'ai décroché, on va dire, toute la première moitié du livre. J'ai fait des allers-retours parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu lourd. Il a tendance à faire des paragraphes avec une seule phrase. J'ai trouvé que c'était un petit peu lourd. Mais sinon, à part ça, la seconde moitié m'a vraiment accrochée et j'étais contente de la terminer là aujourd'hui. Et ça m'a bien plu en fait. Je me suis rappelé le film avec Tom Cruise, le film de Steven Spielberg, si je dis pas de bêtises, c'est avec Tom Cruise, si je dis pas de bêtises non plus, mais qui est vraiment une adaptation parce que là, le personnage qu'on suit n'a pas d'enfant et il est vraiment tout seul. Et il y a des vélos qui arrivent. Ça m'a quand même donné envie de revoir le film, que j'avais bien aimé. Le texte est beaucoup plus sobre, bien entendu, et c'est vraiment le périple d'un homme qui va croiser sur son passage certains personnages qui vont soit lui donner une vision du monde un peu particulière, soit trépasser, notamment le vicaire qui ne fait pas long chemin, on va dire, dans l'histoire. Non, après c'est toutes les grandes descriptions des Martiens et de leur technologie qui sont volontaires justement pour faire un peu pour en rajouter justement par rapport à leur technologie. Moi je vous raconte pas comment ça se termine particulièrement parce que c'est quand même ça qui fait qu'on a envie de lire le livre. Mais c'est vraiment toute la dimension politique, philosophique et morale qui m'a intéressée sur ce texte. Et voilà, donc c'était pas non plus un super plaisir de lecture, je dirais, mais une lecture que je suis contente d'avoir faite. Et je me demande même si je l'ai pas lu il y a 20 ans déjà. Voilà. Mais j'espère que je l'oublierai pas. Enfin, en même temps, ça m'a pas forcément énormément plu, mais ça m'a intéressé quand même. Je trouvais que c'était chouette. C'est toujours intéressant de lire des classiques, surtout de la science-fiction. Il est assez court quand même, donc n'ayez pas peur si vous avez envie d'y aller. Et pour la date d'écriture, je trouve que c'est très très avant-gardiste. Et d'ailleurs, ils disent à un moment que c'est innovateur dans le sens de la science-fiction pour en faire un genre adulte et non plus seulement enfant. Donc c'est quand même un auteur assez incontournable dans la science-fiction si vous aimez ça. C'est celui qui a écrit aussi L'Homme Invisible et il a écrit d'autres choses, beaucoup d'autres choses. Il a écrit un qui me tentait bien, La Machine à explorer le temps, L'île du docteur Moreau. Voilà, donc il y a d'autres bouquins qui seraient intéressants peut-être de lire. Et peut-être que j'irai lire d'autres choses de lui, je vais voir. Hello, alors hello du lundi matin, je viens clore ce vlog en vous parlant rapidement de La Petite Fadette de George Sand, qui est un écrit classique qui aborde un peu de fantastique, notamment dans
dans le personnage de la fadette, du fadé, du farfadé, du lutin. On n'est pas loin de l'étiquette de la sorcière. Donc on est dans un village, campagnard, en pleine campagne. Alors on est plutôt dans les années, je dirais, 1800, 1800 et quelques, 1830, 1840, je ne sais pas. Voilà, on est dans une famille, les Bardot, qui ont déjà une petite fille, je crois. Ouais, mais en fait, c'est assez anecdotique. Ce qui est important, c'est qu'ils vont donner naissance, la maman va donner naissance à deux Bessons, donc des jumeaux, ce qui est assez rare. Et il y a plein de choses qui se disent sur les jumeaux, comme quoi il faut pas les élever de la même façon, gna 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 gna. Et finalement, la famille fait comme elle le souhaite et on voit bien qu'il y a deux personnalités vraiment très différentes qui apparaissent. On a Sylvain qui est plutôt le Sylviné, qui est plutôt introverti, qui est plus frêle que son frère, qui est plus émotif. Et puis sa mère le conforte un peu dans cette image-là. Donc il a plus de ressenti, peut-être un peu moins courageux que son cadet, pourtant, parce que le personnage de Landreau, lui, est né après, mais finalement, il est plus fort, plus courageux, il a moins peur et il a un amour qui est plus franc et moins dans la jalousie, moins dans le ressenti. Il va à l'avant des choses, là où le Sylviné, non. C'est l'histoire donc de ce Landreau, hein, c'est bien ça son prénom, là j'ai un doute, mais ouais, Landry, en fait. C'est pas Landreau, c'est Landry. Donc Landry, c'est son histoire, et notamment son histoire en relation avec la petite Fadette. La petite Fadette, c'est une jeune fille de la campagne qui a été abandonnée par sa mère. Son père en est mort de chagrin et elle vit avec son petit frère chez sa grand-mère, en fait, dans une maison assez éloignée du village et vraiment un peu à l'extérieur. Ses enfants sont élevés de façon un peu dure, un peu à la dure, un peu avec des idées de il faut apprendre à se servir de la nature. Donc il y a ce côté un peu sorcière. On sait qu'elle peut aider, que cette grand-mère, elle a aidé à mettre au monde des enfants. Il y a tout un truc autour d'elle, des croyances en fait dans le village qui disent que ce sont des farfadets. Donc cette petite fille, la petite Fadette, Fanchon Fadette, elle est vue comme un lutin, comme une sorcière, un lutin, un farfadet. Il y a plein de mots autour de ça. Et au début, effectivement, cette atmosphère est là. On sent que peut-être elle a peut-être quand même un côté sorcière, qui aurait peut-être un peu de fantastique. Mais finalement, au cours du récit, on comprend bien que c'est une étiquette qui a été mise sur cette jeune fille et sur son petit frère. Et que le personnage de Landry va, au fil de certaines expériences, notamment amoureuses, en tout cas sentimentales, se rendre compte que la petite Fadette n'est pas ce qu'elle prétend être, et ils vont apprendre à se connaître, et il va y avoir une histoire d'amour entre ce personnage atypique et ce jeune garçon, ce Besson, qui a une relation avec sa famille et avec son frère qui est complexe. Donc voilà, c'est une atmosphère assez étrange, assez campagnarde, mais plein de bons sentiments. Et puis en plus, pas que, c'est-à-dire que ça remet en question aussi certains principes religieux, comme quoi il faudrait penser comme ci, comme ça. À un moment, elle va dire que, la petite Fadette va dire qu'elle croit pas au diable, parce que sa grand-mère lui a expliqué qu'il fallait pas y croire, et qu'en fait, ça, c'est quelque chose qu'il ne fallait pas penser à l'époque dans le cadre religieux. Et là, elle met en perspective justement une libre pensée. En fait, cette petite Fadette, elle réfléchit de façon très intelligente, et elle se pose des questions, et voilà. Donc elle n'est pas comme tout le monde, en fait. Elle est pas comme tout le monde, et c'est ce personnage atypique qui fait la force de ce récit. Le personnage de Landry aussi, la façon dont il revient sur ses opinions,
dont il découvre son amour pour Fanchon. C'est adorable, c'est assez intéressant, ça peut être assez réaliste finalement. Et c'est écrit d'une façon... Alors je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est écrit d'une façon... Elle emploie beaucoup de vocabulaire très campagnard, justement, avec des expressions. Il y a beaucoup de notes de bas de page parce qu'il y a beaucoup d'archaïsmes et d'expressions paysannes qui donnent vraiment un style au récit. Et alors, les premières pages, quand je suis rentrée dedans, je me suis dit, oh là là, c'est quoi ce truc? Et puis finalement, au bout de 10 pages, c'est bon, j'étais dedans et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai mis 4,5 sur 5 sur Babelio parce que j'ai beaucoup aimé. C'était très agréable à lire, c'était très frais. Voilà, donc c'est un classique hein, quand même, donc ça se lit quand même comme un classique, mais finalement l'histoire m'a emportée et j'ai trouvé que cette histoire était touchante, vraiment, ça m'a bien plu. Voilà, et j'ai beaucoup aimé les 2 dernières pages, mais je ne dirai pas pourquoi. Allez le lire, parce qu'il y a un petit truc en plus qui m'a bien plu. Voilà, ce personnage de la petite Fadette est vraiment particulièrement intéressant. Voilà, donc c'est avec la petite Fadette que je clôt ce petit vlog, mais qui, je sais, qui sera quand même long, parce que je ne sais pas synthétiser et dire tout ce que je pense comme ça en 2 minutes. Je suis désolée. Voilà, donc je vous laisse là, et puis je vous retrouve très vite avec une vidéo pâle, un nouveau book haul, et un nouveau carnet de lecture que j'ouvre d'ailleurs ce lundi. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et je vous souhaite de très belles lectures cette semaine. Bye bye!